Je m'appelle Adrien et du 26 août au 15 novembre 2019, j'ai traversé la Russie en kayak sur le fleuve Volga. Je suis né tout près d'Angers, à Bushman, c'est là où j'ai grandi. Donc j'ai fait beaucoup de kayak sur la Loire et au bout d'un moment j'ai rêvé d'un royaume fluvial plus lointain qui serait également moins connu. Et j'ai tout de suite pensé à la Volga. Il y avait bien le Danube qui traverse l'Europe, mais pour moi la Volga était plus mystérieuse. Alors ça remonte aussi à 2014 où j'ai vu une exposition photo à Paris, au musée Zatkin, les photos de Sergueï Prokoudine-Gorky, qui était photographe du tsar Nicolas II et qui avait eu pour mission de photographier la Russie, la campagne, la Volga. Et donc ça a été une réelle source d'inspiration et un jour je me suis dit j'aimerais moi aussi voir cette Volga et l'idée est venue de le faire en kayak. Les seules informations que j'avais trouvées c'était le récit d'Alexandre Dumas Voyage en Russie, donc qui date de 1858 et ensuite vraiment plus rien. Donc l'idée de partir sur la Volga est aussi liée au fait que j'ai étudié la langue russe et que c'était cette idée de mêler plusieurs passions, le kayak, la langue et la culture russe et l'aventure. Donc ce choix il s'est arrêté sur ce fleuve, sur la Volga. J'étais persuadé que j'allais rencontrer beaucoup de monde et que j'allais en tirer, je pense, une expérience et une histoire intéressante. Alors pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, ce que j'aimerais te dire, c'est d'aller vers ses rêves et ses projets, de se dire qu'ils peuvent être réalisables si on a envie de voyager et de voyager différemment. Et ensuite de juste le faire. Donc pour ceux qui vont regarder la vidéo, faites vos projets et vivez-les à fond si vous avez la chance de pouvoir les mettre en place. La Volga prend sa source dans la partie occidentale de la Russie, sur le plateau de Valdaï, à 400 km au nord-ouest de Moscou. En se dirigeant vers le nord-est, elle arrose les villes de Tver, Rybinsk, Yaroslav, Kostroma et Nijni Novgorod. Après la ville de Kazan, elle rencontre son affluent principal venu de Sibérie, la Kama, et prend ensuite le chemin du sud en passant les localités de Ulyanovsk, Toliati, Samara, Saratov et Volgograd. Ensuite, les flots mènent vers la ville d'Astrakhan et jusqu'au plus grand delta d'Europe, débouchant ainsi, après 3500 km, dans la mer Caspienne. La Volga est le troisième fleuve russe par la taille, mais le premier par l'histoire. C'est cet itinéraire que j'ai décidé de suivre afin de rentrer à mon tour dans la carte de ce très grand pays. L'histoire commence donc dans les collines forestières du plateau de Valdaï, un écrin naturel, berceau de plusieurs grands fleuves européens, dont le Dniepr, la Daugava et bien sûr la Volga. L'endroit n'est pas facile d'accès, les routes sont rares et mal entretenues. C'est depuis Moscou que mon correspondant russe Kirill me mène en voiture jusqu'à cette zone marécageuse. Nous sommes à la fin de l'été. Le matin du premier jour, je marche dans le paisible village de Volgovorovnie. Devant l'église de la Transfiguration, pas une âme. La seule raison qui m'anime se trouve devant moi, au bout du chemin. C'est la source de la Volga que je vois. Cernée par les bouleaux, une petite chapelle symbolise l'emplacement de celle-ci et avertit le pèlerin de son caractère hautement sacré. Tournez votre regard vers la source de la Volga. Ici naissent la pureté et la grandeur de la terre russe. Ici, les origines de l'âme du peuple sont gardées. J'étais enfin prêt à suivre la Volga. Il ne me restait plus qu'à me remettre à elle. C'est sur ces rivages champêtres que je monte mon kayak. À 15 km de la source, le fleuve devient navigable. Le sentiment est vertigineux. Une longue route fluviale s'offre à moi. Et cela peut surprendre. À peine les premiers coups de pagaie donnés, le fleuve se perd dans l'immensité.
C'est une série de 4 grands lacs naturels successifs qui lui donnent cette forme. Ils ont pour nom Sterge, Vseloug, Pénaud et Volgo. Ma pagaie s'enfonce dans l'onde et les kilomètres ne comptent pas. Je m'abreuve de visions uniques, de paysages inconnus et jusque-là fantasmés, d'endroits dont je n'ai pas encore rêvé. Mon corps et mon esprit s'unissent dans l'effort. Se peut-il que les habitants du fleuve me considèrent comme un extraterrestre? Seront-ils amicaux lorsque je toucherai terre? Si j'ai faim, me nourriront-ils? Si j'ai froid, m'accueilleront-ils? Je ne connais pas leur état d'esprit, mais plus mes coups de pagaie s'intensifient, et plus mon sentiment de liberté s'accroît. Le premier barrage marque la fin du réseau de lacs, et un portage me permet de gagner une Volga vigoureuse, dynamisée par de nouveaux courants. Mon esquive dérive sans fin dans un écrin de forêt remarquable. L'immensité des lacs a laissé place à des courbes sinueuses. L'air frais se charge d'une délectable fragrance de bois vert. À l'image de la nature, brute et insoumise, la vie dans cette province de Russie doit être rustique et sans faste. La Volga suit son cours méandreux. Sur les berges, sapins, pins, bouleaux, sorbiers et mélèzes ne laissent que peu de place à l'établissement de villages. La Volga, presque vierge de toute présence humaine, me conduit ainsi jusqu'au bourg isolé de Chelizarovo. Puis, au 4e jour de ma navigation, j'arrive jusqu'aux portes de la première grande cité construite sur le fleuve, Rjev et ses 60 000 habitants. Ici, les briscards sont sur le pont, et j'avance, comme dans les photos de Prokoudine-Gorki, dans les cités anciennes de Zoubstov et Staritsa. C'est au 6e jour que j'atteins la ville de Tver, après avoir pagayé un peu plus de 400 km. Une raison me pousse à faire halte. En 2012, je m'étais déjà rendu à Tver dans le cadre d'un jumelage et lié d'amitié avec ma correspondante Galina. En arrivant au club de kayak, je faisais connaissance avec son bulldog français, baptisé en mon honneur Adrien. En Russie, on dit que courir est réservé aux propriétaires de mauvais canapés. Pas le choix. J'étais d'office inscrit au semi-marathon de la ville. C'était parti pour 21 km dans le but de me dégourdir les jambes avant de repartir pour de longues journées sur l'eau. Ma prochaine grande étape sera la ville d'Ouglitch, à environ 3 jours de navigation. Droit devant moi se situe le grand barrage hydroélectrique de Doubna. La navigation s'en ressent. Il est plus difficile d'évoluer sur le fleuve, ses courants ne portent plus. En 1937, l'édification du barrage inonda les terres alentours, gonflant immédiatement les eaux de la Volga, que l'on nomme dans cette région la mer de Moscou. Au total, ce sont 9 barrages qui ont été construits tout au long de la Volga, créant de grandes mers intérieures, aussi appelées réservoirs. La ville de Kalyazin est en vue. En 1940, lors de la mise en service du barrage d'Ouglitch, une partie de la ville fut soufflée par des flots impitoyables. Du cœur de cet ancien bourg de pêcheurs, il ne reste que la tour du clocher de l'église Saint-Nicolas qui émerge des eaux invasives et sert à présent de phare aux navires. Ces vestiges fantomatiques me renvoyaient à un clocher-tour sans corps, donnant à la Volga un air spectral. Devant Ouglitch, Dumas avait dépeint une forêt de clochers. Quant à moi, j'étais arrêté au barrage hydroélectrique de la ville. Impossible de passer, les habitants venaient à mon aide pour contourner l'obstacle. J'étais accueilli par Nessim, un habitant de la rive gauche d'Ouglitch. Son voisin Vlad, lui, se chargeait de préparer le plof avant de me remettre à l'eau le lendemain. Давай, удачи, братан. Давай. Франции привет. Давай, давай, удачи. Давай, счастливо.
Les Russes le disent spontanément. Davai, udachi bratan. Allez, bonne chance, frère, te souhaitant un bon départ. Derrière les rires amicaux, la stupéfaction de voir un étranger, accoutré d'une chapka, voguer sur leur fleuve national. Au matin du 14e jour, je quittais Rybinsk, la ville la plus au nord de la Volga. Le carillon de la cathédrale de la Transfiguration tonnait, se mêlant au scintillement des lueurs d'une grâce d'automne. La fluide Volga me portait sur son corps d'huile et j'allais glisser dans un tableau semblable à celui d'une aquarelle. Плюс 25 лето. Электрички набиты битком, все едут к реке. День словно два, ночь словно час. Лето. Солнце в кружке пивной, солнце в грани стакана в руке. 92 дня лета. Теплый портвейн из бумажных стаканов вода. 92 дня лета. Летний дождь наливает бутылку двора. Летний дождь наливает бутылку двора. Les méandres du fleuve venaient à côtoyer les cités anciennes, comme à Iaroslavl, plus ancienne ville de la Volga. Depuis le clocher-tour du Kremlin, à la confluence de la Volga et de la Kotorolsk, devant leurs reflets argentés, et livré à l'ivresse du voyage, je me laissais griser par la distance de près de 1000 kilomètres déjà parcourus. Le club de kayak local m'avait ouvert ses vestiaires. Sergueï et la chienne Bertha, Oleg et ses bateaux en bois s'étaient préoccupés de moi. Je me prends à rêver. Dans peu de temps, j'atteindrai la Tchouvakie, le Tatarstan, des territoires aux noms enchanteurs. La route de Nijni Novgorod m'est ouverte, mais il me faut persévérer. Les jours venaient à se succéder, et avec eux, l'insouciance du lendemain. Il y avait un chemin, et il suffisait de le suivre. Le hasard, l'imprévu, l'inédit, se chargerait de créer l'histoire, comme lors des rencontres spontanées d'un soir. C'est ainsi que je croisais la route de pêcheurs, au risque de me faire hameçonner et de passer de longues soirées karaoké. Как называется эта группа? Поющие трусы. Поющие трусы. Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль Не дай успеть самому. на сапогах. Мягкое кресло, плечатый плед, не нажатый вовремя курок. Солнечный день в ослепительных снах. Et en pleine tempête, devant le barrage hydroélectrique de Gorodiets, de sauter dans un bateau du MTS, le ministère des situations d'urgence. Pris dans l'errance des vagues divagant face à la digue, Vassili et André me faisaient gagner la rive pour contourner l'immense obstacle, m'ouvrant ainsi le passage vers Nijni.
Au 21e jour, la vision de Nijni Novgorod s'étoffait à mes yeux. Le long de la rive construite surgissait la couronne du stade et, au loin, s'échelonnaient les collines échancrées de la ville fortifiée. Quel bonheur d'arriver à Nijni Novgorod, et d'y accéder par le fleuve revêtait d'un caractère enchanteur. C'est dans cette rade lumineuse, située aux confluences de la Volga et de l'Oka, que, dans le roman Le courrier du tsar Michel Strogoff, s'embarque pour rejoindre la Kama et la ville de Perm en Sibérie. L'irrépressible désir de parcourir la ville me menait à prendre de la hauteur. Au XIXe siècle, venaient jusqu'à ces terres éloignées des marchands du monde entier, pour participer à la grande foire de Nijni. Le poète Théophile Gautier s'interrogeait : comment peut-on vivre sans avoir visité Nijni Novgorod ? En URSS, la ville s'est endormie, devenant secrète jusqu'à l'oubli. Elle s'ouvre de nouveau, portant le fleuve au regard du voyageur jusqu'à l'infini. Le fleuve offrait ses mirages, la danse des nuages transpercés par des rayons solaires, dévoilant un fata morgana de la Volga. L'illusion de naviguer sur un désert aquatique, saupoudré, l'espace d'un instant, du crépitement des cloches du monastère de Makariev. La Volga m'amenait ses personnages. J'entrais dans les territoires méconnus, de la République de Tchouvaki et de sa capitale Tcheboksary, de la République du Mariel et Yoshkar-Ola. Puis, progressivement, le Tatarstan se rapprochait. La Volga comme une frontière, partageant la terre en deux pôles. Du côté, sur sa rive droite, les confins européens, et puis, de l'autre sur la rive gauche, les prémices asiatiques. On s'imagine la Russie comme un seul pays. C'est en réalité un monde, avec sa mosaïque de peuples. Il m'était forcé de le constater. Terminé les bulbes orthodoxes. Désormais, les minarets effilés effleuraient les cieux. Dans le Kremlin de la ville de Kazan, les teintes turquoises et d'albes de la mosquée Kol Shaharif me propulsaient dans des rêveries pour 1001 nuits. Le temps que je passais à terre, il fallait le regagner sur l'eau. Terminer les douces chaleurs. L'hiver pointait son nez, à Kazan, la veille, il avait neigé. Devant moi, les colosses se rencontraient. L'envoûtante Kama empoignait la belle Volga et la détournait vers le sud, et moi avec elle. C'est ainsi que se poursuivait ma route, portée par les vents, devant le regard des hommes, ou chez eux, comme sur une île au large de Bolgar, chez Vladimir, un paysan tatar, avant d'atteindre la ville d'Ulyanovsk. Le temps est mauvais, loin de mettre le taquet, les vents violents me scotchant, je reste à quai. C'est dans une station du port que j'amarre. Pendant tout ce voyage, les Russes se seront toujours montrés hospitaliers, trouvant toujours une solution pour que je puisse, l'espace d'un moment, me reposer. L'ancienne Simbirsk, bordée par une Volga au chenal imposant, est la cité natale de Lénine, dont l'ombre semble toujours planer et entretenir le souvenir d'un passé fait d'étoiles rouges. Une équipe de journalistes rencontrés devant le feu sacré décidait de m'interviewer. Une curiosité pour ce voyageur en chapka, pagayant déjà depuis 35 jours, s'éveillait. L'administration de la ville d'Ulyanovsk m'organisait une visite guidée et m'offrait même une nuit dans un hôtel 3 étoiles. La Volga m'appelait de nouveau, mais au fil de ce périple, je me posais une question. A l'inverse, est-ce qu'un Russe qui descendrait la Loire serait aussi bien reçu ? Je l'ignore. Ce que je savais en revanche, c'est que chaque jour, ce peuple de la Volga ne cessait de me surprendre.
Что, Егор? Мы нашли место. Это видео снимаю. Да. Закат. Да. Ну, место интересно. Остров на Волге. Байдарки. Вот. J'avais vogué une journée sur un yacht à Togliatti avec un équipage et avec les kayakistes de Samara le long de la Volga. Ensuite, c'est un paysage de steppe que j'allais découvrir. La steppe jaune et dépouillée allait m'accompagner jusqu'à Saratov. Ce sont les terres rases du sud. Quelques villages aux rues dépravées au cœur d'une nature à rude épreuve, dans laquelle le fleuve a creusé son ornière au travers d'une terre aurifère. Sur cette lande austère, au caractère lunaire, alors que rien ne laisse présager la présence d'un étranger, on y croise chasseurs et chercheurs d'or. C'est ce que m'affirme Vassili, armé de son MR153, avant qu'au village de Panino, l'accordéon de Sacha ne résonne plus que pour 3. Далека Волга, сейчас далека Волга. Гуси, запивайте! La campagne était remplacée par la ville et Saratov m'apparaissait. Les flèches des églises pointées vers le ciel pouvaient ici faire penser à la fusée de Gagarine, le héros d'une ville entière et de toute une nation. Sous l'égide d'une bonne étoile, voguant entre ciel et eau, Victor et Marie m'avaient accueilli après 56 jours et 2600 km de navigation. Ma course vers le sud était effrénée, je ne devais à présent plus m'arrêter. Mais allais-je tenir? La Volga, elle semblait sans limite. Mais après le franchissement du barrage de Balakovo, j'étais parvenu à entrer dans le réservoir de Volgograd, le plus grand et le plus large, avec une côte de 500 km faite partiellement de falaises pour environ 20 km entre les deux rives. Я просыпаюсь в холодном поту, я просыпаюсь в кошмарном бреду, как будто дом наш залило водой, и что в живых остались только мы с тобой, и что над нами километры воды, и что над нами бьют хвостами киты, и кислорода не хватит на двоих, я лежу в темноте, слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание, дыхание. Les vents du sud m'avaient figé à flanc de falaise. Celui-ci portait avec lui la chaleur du Caucase. Mais, en une nuit, les forces éoliennes allaient soudainement tourner. Le vent venait à présent du nord et portait avec lui la morsure de l'Arctique. Des rivages fantomatiques surgissaient. À Karavanka, les portes des isbas condamnés, on m'avertissait que le monde s'était retiré, que l'hiver était dans le dos. À Gorny Beliki, Olga et André m'offraient le gîte, puis les nuits tombaient à -10. Au milieu de la steppe désolée, isolée, il me fallait continuer, m'échapper du réservoir, me détacher de l'étreinte glaciale, voguer jusqu'à Volgograd.
Cela sans compter sur la police et la sécurité du dernier barrage qui me cueillait à froid, emmitouflé dans leurs Ushanka. Relâché, le portage m'obligeait à traverser voies ferrées et fossés pour enfin apercevoir s'élever, au-dessus de la cité héroïque, la mère patrie. L'ancienne Stalingrad est certainement la cité la plus légendaire du fleuve, symbole du martyre et du sacrifice de ses fils lors de la Seconde Guerre mondiale. En entrant dans le mausolée où brûle la flamme éternelle, je frissonne. Jamais les jeunes du pays de Fabien et de Guy Môquet ne feront la guerre au pays des héros de Stalingrad. Cette phrase proclamée est du général de Gaulle. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de l'amitié franco-russe? Nous qui avons une histoire si proche, sommes-nous si différents? Des brumes émergeaient des barges errantes agonisantes. Derrière ce rideau se présentait Tsaganaman, la seule ville de la République de Kalmoukie enclavée au fleuve. Je me rendais au temple bouddhiste tibétain et de tourner les moulins à prière pour continuer un bon chemin. Je touchais au but ultime du voyage. Les uns après les autres, tous les barrages avaient cédé devant moi. Les portes de l'Orient et de la mer Caspienne étaient grandes ouvertes. Continuer à pagayer comme un forcené, sans relâche et malgré la pluie, le vent et le froid. Laisser dans mon dos le passé, n'être que dans le présent, entrevoir le futur. Les pêcheurs faisaient la révérence, les kayakistes étaient en embuscade, je glissais en Astrakhan, dernière ville sur la Volga avant le delta, comptoir des routes de la soie. Le delta est un labyrinthe, on peut s'y perdre. Les pêcheurs me servaient de boussole, mais également une soupe de cendre, la oura. Je leur demandais « Je cherche Wishka, dernier village du delta ». Ils me fixaient incrédules et me disaient « Prends ici à droite ». J'irais ensuite dans les marais, avant de comprendre que, d'une ouverture, c'était la mer Caspienne. J'avais réussi, j'étais allé de la source du fleuve jusqu'à l'estuaire. Часто хочется